Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information, ce webinaire sur l'optimisation fiscale de la société et de l'entrepreneur en société. Alors, très sincèrement, lorsque on m'a proposé de venir parler pendant un peu moins d'une heure d'un sujet qui, je crois, aujourd'hui mériterait probablement une thèse de doctorat, si pas plusieurs, eh bien, il y a un petit vent de panique et il y a surtout la nécessité de se fixer un objectif sur une présentation comme celle-ci. Il est évidemment impossible de faire le tour dans l'ensemble de leurs aspects de toutes les questions fiscales et d'optimisation fiscale qui peuvent se poser quand on est amené à conseiller un entrepreneur qui envisage d'exercer en société ou qui exerce déjà en société. Le but ici est plutôt de vous sensibiliser à d'abord l'étendue des opportunités, l'étendue de la question, vous sensibiliser à la technicité de la matière, ou en tout cas surtout le caractère indispensable d'avoir cet élément-là en réflexion, de l'avoir assez tôt, de l'avoir assez régulièrement et de l'avoir avec les bons professionnels pour vous accompagner dans le cadre de ces réflexions. Pourquoi ? Eh bien parce que l'optimisation fiscale d'un entrepreneur exerçant ses activités en société, eh bien, c'est aujourd'hui une question à de multiples inconnues. On en pointe là dans le plan 3, mais qui sont en réalité que 3 grandes lignes de la matière. Les outils pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'optimisation dans l'entreprise, que ce soit en termes d'optimisation de la gestion du payroll ou en termes d'optimisation des flux et du traitement des flux fiscaux pour l'entreprise, eh bien, il y a déjà là beaucoup de choses à dire. On va essayer de dévoiler ou en tout cas d'aborder certains points et plus spécifiquement, en fait, vous rappeler qu'il y a peut-être des pistes d'optimisation auxquelles on pense moins classiquement, moins souvent. Les outils par rapport aux dirigeants actionnaires, autre équation à de très multiples variables. Évidemment, être entrepreneur en société, ça veut dire que c'est la société qui va exercer un certain nombre d'activités. Le but étant aussi de permettre aux personnes physiques qui sont derrière la société d'en vivre. Et ça, c'est un enjeu essentiel dans la structuration fiscale d'un entrepreneur exerçant en société. Et puis un point qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant fondamental, c'est que un entrepreneur qui exerce ses activités en société, comme tout un chacun, il va avoir une vie, il va un jour vieillir et il va un jour se poser la question de transmettre son entreprise. Alors, on a tous peut-être derrière la tête, peut-être pas tous, mais en tout cas nombreux parmi nous avons cette idée qu'on va transmettre cette belle outil que l'on a passé sa vie à créer et à peaufiner à ses enfants. Et dans ce cadre-là, il y a aussi un besoin d'accompagnement. On en touchera un mot à la fin de l'exposé. Alors, multiples inconnus aussi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'entrepreneur exerçant en société, même dans des sociétés qui ne sont pas des multinationales, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une forme de structuration qui est de plus en plus aboutie et qui mène les entrepreneurs à avoir, même pour l'exploitation d'une PME, dès qu'elle atteint une certaine taille, une certaine forme de structuration avec de multiples entités qu'on va distinguer selon ce qu'on appelle classiquement la fusée à 3 étages, les sociétés de management, éventuellement une société holding qui est un véhicule qui sert de véhicule d'investissement commun et une société opérationnelle qui exploite les activités, une ou plusieurs sociétés opérationnelles en réalité. Et puis, on peut multiplier à l'envi les complexifications au départ de cette structure de base, mais c'est ici une structure de base qu'on découvre de plus en plus, même dans des sociétés qui sont très très loin en réalité d'être des multinationales. Et pourquoi cette structuration est essentielle ? Eh bien parce que en travaillant de cette manière-là, dès lors qu'on a plusieurs entrepreneurs qui travaillent ensemble à l'aboutissement d'un même projet, eh bien cette structure de base permet en réalité d'éviter un certain nombre de conflits d'intérêts entre les différentes personnes et de serrer les débats.
Je vous donne un exemple très simple, très facile à comprendre. Vous prenez deux entrepreneurs qui décident de lancer un projet ensemble. Ils se lancent, ils constituent une société opérationnelle et on démarre le projet. Et les choses fonctionnent bien. Le chiffre d'affaires, ça marche très bien. On s'entend extrêmement bien sur le plan professionnel. On a le même projet, on sait ce qu'on veut faire. Mais il se fait qu'on a tous les deux une passion pour les voitures. Mais pas du tout les mêmes voitures. Imaginez que ces deux entrepreneurs, l'un soit fou de 2 chevaux et l'autre soit fou de Ferrari. Eh bien, vous imaginez bien que les discussions à la fin de l'année sur la réconciliation du package salarial de l'un et de l'autre en fonction de tenir compte de l'avantage de toute nature et du coût réel des voitures de société de l'un et de l'autre sont fondamentalement problématiques. Vous savez comme moi qu'une 2 chevaux ne coûte que beaucoup moins cher qu'une Ferrari et que eh bien, l'avantage de toute nature qui est lié est encore très loin de refléter les coûts réels qui sont que représentent ces voitures. Eh bien, typiquement, cette structure très basique en disant mais chacun va constituer une société ad hoc qui sera sa société, une société de management qui va facturer en réalité des fees à la société opérationnelle, qu'on fixera en réalité sur la base de la contribution de chacun au projet professionnel et exclusivement sur cette base-là, eh bien, ça permet tout simplement à chacun de dissocier la discussion de base, celle qui est importante à avoir entre associés. Quelle est notre contribution respective au projet professionnel et quelle est la rémunération que nous souhaitons en percevoir? Des méthodes en réalité de paiement de ces rémunérations qui se gérera au niveau de chacune des sociétés de management. Chacun décidera de la voiture dans laquelle il a envie de rouler au niveau de sa société de management. C'est un outil magnifique ici afin d'éviter à deux entrepreneurs qui exercent ensemble une activité d'entrer dans des conflits d'intérêts ou dans des discussions où des aspects qui ne devraient pas poser problème, eh bien, vont venir ici créer et être un risque, une source de conflit potentiel, ce qui serait quand même dommage. La structure société holding, on va la voir en réalité dès qu'il y a une acquisition. Autrement dit, dès que la société n'est pas créée from scratch, eh bien, on va très rapidement avoir une structure de société holding pour des raisons liées au financement de l'acquisition et à la structuration fiscale du financement de l'acquisition. À nouveau, c'est une structure extrêmement saine en réalité parce qu'elle va permettre à deux entrepreneurs d'avoir un patrimoine commun pour investir et réinvestir. Plutôt que de le laisser à risque dans une société opérationnelle, on fera remonter à ce moment-là une partie des liquidités, une partie de la trésorerie vers la société holding qui servira à réinvestir dans le projet. Tout ce qui n'est pas réinvesti dans le projet doit évidemment remonter vers les sociétés de management ou vers les actionnaires, mais on a ici un véhicule commun d'investissement. Alors, lorsqu'on l'on parle et lorsque l'on vient à envisager en réalité la structure, l'optimisation d'une société, eh bien, on se rend compte qu'on doit travailler à différents temps, qu'on doit travailler de manière régulière et que l'on doit travailler sur plusieurs aspects différents. On ne va pas évidemment se poser les mêmes questions à la constitution que pendant la vie de l'entreprise, qu'au moment où on envisage en réalité le retrait de l'entrepreneur originaire, que ça prenne la forme d'une transmission aux enfants, que ça prenne la forme d'une vente ou que ça prenne la forme d'une liquidation. Cela sera et seront des enjeux différents. Alors, je vous ai dit que mon objectif était de vous sensibiliser à la matière et de vous sensibiliser aux besoins de l'appréhender en réalité avec les bonnes personnes quand on parle des outils pour optimiser la situation fiscale financière d'une entreprise. J'ai évidemment aucune vocation à l'exhaustivité dans ce que l'on va apporter et discuter ici. Fondamentalement, on va aller du plus simple vers quelque part le plus complexe. Le premier point, on est ici en train d'exploiter une PME. Il faut évidemment essayer de sécuriser un taux d'impôt des sociétés le plus bas possible. Et un taux d'impôt des sociétés le plus bas possible, depuis le 1er janvier 2020, la réforme de l'ISOC vous dit c'est 25% pour tout le monde. Vous avez un taux réduit, moyennant respect de certaines conditions, à 20% sur les 100 premiers milliers d'euros de bénéfices, uniquement pour les PME,
PME qui sont définis par référence à 3 critères, et dès que vous en dépassez 2 sur plus d'un exercice consécutif, eh bien, vous perdez la caractéristique de PME, ces critères étant liés au chiffre d'affaires, au pied de bilan et au nombre de travailleurs employés. PME qui doivent par ailleurs respecter certaines conditions. D'abord, ces critères de chiffre d'affaires, de pied de bilan et de travailleurs employés s'évaluent au sens fiscal sur une base consolidée. Soyez-y attentifs lorsqu'il y a plusieurs structures qui collaborent au même projet. Mais il y a également d'autres conditions. Une de ces conditions essentielles, c'est que la société qui veut aller rechercher ces taux réduits doit allouer à au moins un de ses dirigeants, personnes physique, une rémunération d'au minimum 45 000 € ou égale au revenu imposable de la société si la société n'a pas des revenus suffisants que pour pouvoir allouer ces 45 000 € à un dirigeant. Alors, faites attention, c'est bien 45 000 € à un dirigeant. Vous avez 3 administrateurs. Si vous leur allouez chacun 15 000 €, ce n'est évidemment pas suffisant. Il faut qu'il y en ait au moins un d'entre eux qui bénéficie d'une rémunération de 45 000 €. Soyez moins effrayés aussi qu'il n'y paraît par ce seuil, puisque ces 45 000 €, c'est une rémunération brute, toute rémunération et toute forme de rémunération inclus, c'est-à-dire en ce compris les frais pris en charge par la société pour le dirigeant, tels que ses cotisations sociales personnelles ou les éventuels avantages de toute nature, que ce soit voiture, plan PC, etc., etc. Tout ça rentrera bien évidemment dans ces 45 000 €. Mais vous avez déjà là une première économie qui n'est pas négligeable, puisqu'aller chercher ce taux réduit, c'est déjà une économie de 5% d'impôt, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Alors, il y a une autre manière en réalité de réfléchir à l'optimisation fiscale en société, et vous devez vous habituer. La Belgique est traditionnellement un pays de niche fiscale, ce qui explique la complexité de la matière. En réalité, en Belgique, on est sur des taux d'imposition qui ne sont pas particulièrement bas. La réforme de l'impôt des sociétés est venue apporter à ce niveau-là un alignement bienvenu en fait sur la plupart et les taux d'imposition qu'on va retrouver dans d'autres pays européens. Mais ça reste un taux d'imposition qui n'est pas particulièrement bas. Ce qui est par contre particulier à la Belgique, c'est qu'il y a des optimisations en termes de base qui sont importantes par rapport à ce qu'on va retrouver dans d'autres États. Et il y a une série de niches fiscales à éventuellement aller chercher ou sécuriser pour optimiser votre situation fiscale. Alors, on peut penser à toute une série de niches fiscales. Certaines sont spécifiques à certaines activités, certaines sont plus générales. Et ici, on vous a listé en réalité 3 éléments qui ont pour but en réalité d'attirer votre attention sur le caractère à la fois large et couvrant tous les aspects de la vie d'une entreprise. La déduction pour investissement, vous savez, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, retenez que dans le cadre des mesures Covid, eh bien, le gouvernement et le législateur a décidé d'adopter une possibilité, une déduction pour investissement ordinaire majorée à un taux de 25%. Qui, par ailleurs, sera applicable, ça a été voté, jusqu'au 31 décembre 2022. Autrement dit, vous faites un investissement d'ici au 31 décembre 2022, eh bien, vous bénéficiez d'une déduction pour investissement de 25% sur la valeur de cet investissement pour les investissements éligibles, qui est particulièrement large s'agissant d'une déduction pour investissement ordinaire. Le tax shelter, c'est encore et toujours, vous savez, c'est le fameux tax shelter cinéma. Le tax shelter, c'est devenu la formule magique des différents gouvernements ces 5 dernières années. Ne confondez pas ce qu'on appelle le tax shelter PME start-up, le tax shelter scale-up et le tax shelter Covid, qui sont des avantages donnés à l'investisseur, avec le tax shelter traditionnel, tax shelter cinéma et pour les arts de la scène, qui est un avantage fiscal accordé à ceux qui acceptent d'investir dans ces secteurs d'activité au travers d'intermédiaires tax shelter et dans le cadre en réalité d'une dynamique et d'une économie qui est aujourd'hui très bien rodée. Pensez aussi,
un grand classique de l'entrepreneur en société, c'est qu'on va toujours garder un tout petit peu de liquidité dans la société. Et quand on est une PME, on sait que il y a une chose qui est certaine dans la vie d'une PME, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que nous avons tous cette tendance à dire mais on va garder en réalité peut-être un peu plus de trésorerie que ce dont on a réellement besoin à l'intérieur de la société. On verra dans un instant que vous y êtes même très incité par la législation, puisque l'optimisation de distribution de dividendes, pour certains, passe par un mécanisme qu'on appelle la réserve de liquidation, qui impose de bloquer des réserves pendant un délai de 5 ans. Et donc là, vous allez vous retrouver en réalité avec des liquidités importantes qui ne sont pas directement affectées à l'activité productive de la société et vous dire, mais tiens, je vais aller rechercher des investissements, des placements de trésorerie, parce que quelque part, laisser cet argent sur un compte épargne ne rapporte d'ailleurs rien, et dès que les sommes deviennent importantes, vous coûte même parfois de l'argent, il faut trouver d'autres placements. Et là, vous allez en réalité vous rendre compte qu'il y a un raffermissement de la législation ces dernières années. Et on vous dit, mais en réalité, si vous investissez en actions, vous n'allez bénéficier d'une exemption d'impôt sur le revenu de dividende de cet investissement en actions ou sur les plus-values que vous allez réaliser sur ces actions. Quand c'est la société qui le fait, vous n'allez en bénéficier que moyennant le respect de conditions assez strictes, c'est-à-dire des conditions de pleine propriété pendant au moins d'un an, d'une participation minimale d'au moins 10% ou d'un ticket d'entrée d'au moins 2,5 millions d'euros. Convenez que investir un ticket d'entrée de 2,5 millions d'euros pour une petite société dans une seule ligne de participation, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit de l'excellente gestion, c'est assez risqué comme stratégie d'investissement d'une part, et d'autre part, ce n'est évidemment pas à la portée du premier venu. Il y a en réalité une solution à cela. Ces règles des 10% ou 2,5 millions d'euros ne s'appliquent pas dans ce qu'on appelle des investissements en organismes de placement collectif, SICAV, PRICAF, qui elles-mêmes investissent dans des actions qualifiantes. C'est ce qu'on appelle les SICAV, PRICAF, RDT. Et donc, il y a là une possibilité d'aller rechercher en réalité, au travers de produits bancaires dans le cadre de SICAV ou de produits d'investissement, de placement privé dans le cadre d'une PRICAF, dans le cadre d'organismes collectifs de placement, les mêmes avantages fiscaux avec la diversification du risque, mais qui est cette fois gérée par un gestionnaire de fonds, un gestionnaire d'actifs. Alors, ce ne sont évidemment que des exemples et le but était ici d'attirer votre attention de nouveau sur l'importance de se poser à terme régulier la question, que ce soit en cours d'exercice et que ce soit au sujet des activités opérationnelles de la société, la déduction pour investissement, que ce soit au sujet de l'optimisation pure de la déclaration fiscale, le tax shelter, ou que ce soit dans la gestion des placements de trésorerie, les SICAV RDT. Ce ne sont évidemment qu'une liste non exhaustive des sujets que vous pourriez avoir à vous poser. Autre piste d'optimisation qui est essentielle, c'est évidemment l'optimisation et la gestion des payrolls. Alors, l'optimisation et la gestion des payrolls, c'est un sujet sur lequel on pourrait probablement faire un cours entier aujourd'hui, a fortiori en droit belge. Je crois que vous savez tous, quand vous gérez un payroll, à quel point mettre en place un package salarial attractif en droit belge requiert une certaine forme d'ingénierie parce qu'il va falloir naviguer entre les avantages de toute nature, type voiture de société, avec toute la réforme qu'on nous annonce pour 2026. On devra tous passer à des voitures électriques à partir de 2026 et dont on attend les textes en réalité pour en faire un commentaire plus approfondi, en tout cas pour des gens comme moi. Mais vous aurez lu dans la presse que l'accord a été obtenu au sein du gouvernement et donc on devrait avoir ces textes maintenant pour bientôt, de type plan PC, de type chèque repas
ou autres formules d'optimisation du package salarial, j'en passe, et des meilleurs. Alors, moi, j'ai voulu attirer votre attention sur 3 éléments auxquels on pense parfois moins. L'assurance groupe, on y pense assez souvent. On en parlera en fait surtout quand on parlera de l'engagement individuel de pension. Et là aussi, un point d'attention important puisque il y a en tout cas une affaire à suivre puisque la ministre des Pensions souhaite apporter une réforme dans cette matière-là. 2 optimisations auxquelles on pense moins et qui sont pourtant très intéressantes parce qu'elles vont permettre en réalité d'abord d'allouer une rémunération complémentaire à vos employés avec un ratio brut pour net qui est beaucoup plus intéressant, qui est fort intéressant d'une part, et d'autre part, en réalité, d'un tout petit peu les intéresser aux bénéfices, aux résultats de l'entreprise, ce qui est évidemment un win-win, puisque c'est une manière d'aligner les intérêts de l'entrepreneur et ceux de son personnel vers des bons résultats de l'entreprise. Alors, c'est le bonus non récurrent et les parts bénéficiaires. Ce sont 2 mécanismes fort différents qui aboutissent en réalité à une taxation très limitée, que ce soit en fiscalité pure ou en parafiscalité, c'est-à-dire en termes de sécurité sociale, qui se distinguent et qui sont cumulables d'ailleurs, mais qui sont fort différents en termes de mécanismes. Le bonus non récurrent, c'est un mécanisme contractuel que vous devez mettre en place a priori, c'est-à-dire prévoir en réalité des objectifs qui, s'ils sont atteints et en fonction de leur atteinte, va générer de plein droit en réalité l'obligation pour l'entreprise de payer ce bonus non récurrent, en principe à tous les employés, sauf si on peut distinguer au sein de ces employés des catégories objectives permettant de justifier que certaines catégories reçoivent le bonus ou non en fonction de résultats qui pourraient être différents pour chacune des catégories. C'est fiscalement et parafiscalement de très loin le mécanisme le plus intéressant, mais il est évidemment beaucoup plus compliqué au niveau administratif puisqu'il requiert de mettre en amont en place un système contraignant pour pouvoir en fin d'année allouer une rémunération. Le mécanisme des parts bénéficiaires fonctionne en réalité en sens inverse. C'est une allocation du résultat. Et donc, ça permet en réalité d'allouer en fin d'année une partie de son résultat positif, mais il faut évidemment avoir du résultat positif aux employés sous forme d'un bonus qui est décidé par l'Assemblée générale cette fois et qui bénéficie d'un régime de taxation favorable quand on rentre dans les conditions dans le chef de l'employé. On y pense parfois moins, mais ce sont 2 magnifiques mécanismes qui ont en plus le mérite quelque part de mieux aligner les intérêts de l'entrepreneur, de l'entreprise et ceux de ses employés. Alors, de très loin, le cœur de la matière, de l'optimisation fiscale de l'entrepreneur exerçant en société, c'est en réalité la capacité à gérer les flux entre l'entreprise et ses dirigeants / actionnaires. Alors, pourquoi je fais la distinction? Dans beaucoup de PME, le dirigeant est également l'actionnaire, mais ce n'est pas nécessairement toujours et automatiquement le cas. Et donc, faites attention qu'on n'a pas toujours la même casquette et que ce n'est pas toujours avec la même casquette que l'on agit. Alors, l'idée de base, elle est très simple. Mais vous avez une société, cette société, elle exploite une activité opérationnelle et elle est imposée à l'impôt des sociétés. Autrement dit, elle fait du bénéfice. Ces bénéfices sont dans la poche de la société. La société, ne l'oubliez pas, même si vous en détenez 100% des actions, ce n'est pas vous. Et donc, par conséquent, quand il y a un euro qui rentre dans la société, eh bien, cet euro appartient à la société et il n'appartient pas encore aux personnes physiques qui sont derrière cette société. Pour faire remonter cet argent aux personnes physiques derrière les sociétés, il faut envisager d'autres structures, d'autres flux. Et ces autres flux vont eux-mêmes être sujets à taxation, évidemment. Il n'y a rien de pire en ce qui me concerne que des sociétés où je me rends compte qu'il y a un compte courant au passif, à l'actif qui est croissant d'année en année. C'est typiquement le signe d'une société qui n'est pas bien gérée en termes de gestion des flux financiers entre la société
et son actionnaire / dirigeant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans une situation comme celle-là, ça veut dire concrètement que chaque année, on a un dirigeant / actionnaire qui va emprunter des fonds à sa société, qui prélève des fonds à la société sans qu'on ait mis en place, structuré la gestion de manière cohérente, la gestion des flux, qui va se retrouver au fur et à mesure endetté en vis-à-vis de sa société, de plus en plus endetté en réalité, ne fût-ce que par l'écoulement du temps, puisque vous savez que la loi impose un avantage de toute nature sous forme d'intérêt sur ses comptes courants débiteurs au passif qui est particulièrement élevé. On parle de 7% là aujourd'hui. Et ce compte courant qui croît naturellement par l'effet des intérêts et de manière exponentielle par ailleurs, puisqu'on n'a pas réfléchi à la structuration des flux en amont, eh bien, fait que cet entrepreneur est de plus en plus endetté vis-à-vis de sa société. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'un jour, tout cela s'arrêtera, que la société va vraisemblablement un jour soit diminuer ses activités, soit on va céder la société, soit elle va purement et simplement arrêter ses activités, et que ce jour-là, le jour où les liquidités entrantes dans la société ne seront plus aussi importantes, eh bien, on se rendra compte qu'on a en réalité, nous, personnes physiques derrière la société, vécu au-dessus de nos moyens et qu'il est très difficile de procéder au remboursement de ce compte courant et totalement impossible de le faire en franchise d'impôt, ce qui est particulièrement désagréable à apprendre lorsque vous êtes, par hypothèse, dans une situation de fin de carrière et de réduction de vos activités, c'est-à-dire en réalité aussi de réduction de la trésorerie entrante de manière générale. Donc, il faut réfléchir ces flux en amont. Et ces flux peuvent être de différentes natures et ils vont être traités fiscalement différents en fonction de la casquette que va mettre sur sa tête le bénéficiaire du dit flux. Le plus simple, le plus évident, c'est le revenu professionnel. Pourquoi c'est le plus évident? Parce que l'entrepreneur, la société, elle ne travaille évidemment pas toute seule. Elle a besoin d'un gérant, elle a besoin de gens qui sont là au quotidien dans la société pour la faire fonctionner. Et évidemment, ces gens-là, c'est une activité et il est normal que cette activité soit rémunérée et que la société rémunère cette activité pour que ces personnes-là fournissent à son profit, puisque les activités qu'ils développent, ils le font pour compte de la société. C'est la société qui prend l'intégralité des bénéfices. Le souci, c'est évidemment que ces revenus professionnels sont en droit belge, vous le savez, lourdement taxés, puisqu'on atteint des taux d'imposition qui sont très rapidement de 50%, 50% à l'IPP, auquel il faut ajouter, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter CNOC, les additionnels communaux. On tourne autour de 50-55% d'impôts après paiement des cotisations sociales. C'est donc des revenus qui sont assez lourdement taxés. Et c'est là où, évidemment, intervient l'intérêt d'une société. Eh bien, l'intérêt d'une société, c'est qu'on va pouvoir transformer, modifier une partie de ces revenus en d'autres formes de revenus, c'est-à-dire en réalité en mettant d'autres casquette sur la tête de ce dirigeant / actionnaire. La première casquette, la plus évidente en réalité, c'est celle d'actionnaire. Je viens de vous dire, cette personne, elle est à la fois dirigeante et à la fois actionnaire. Quand vous mettez cette casquette de dirigeant / actionnaire, vous pouvez percevoir des rémunérations avec votre casquette de dirigeant ou vous pouvez percevoir ces rémunérations avec votre casquette d'actionnaire. Ce sont des dividendes. Problème, les dividendes sont taxés à un taux de 30% en droit belge, 25% d'impôt des sociétés plus 30% de précompte mobilier. Ça reste relativement conséquent. Il va falloir là aussi, comme à l'impôt des sociétés, aller rechercher le bénéfice de ce qu'on appelle des taux réduits. Et vous avez là aujourd'hui en droit belge, et je dis bien aujourd'hui en droit belge parce qu'il va évidemment y avoir une actualité à suivre de ce côté-là aussi, je le crains, dans les années à venir pour gérer les effets d'une situation post-Covid où l'État belge a probablement, enfin pas probablement, manifestement dépensé beaucoup d'argent et on en discutera, mais une piste d'optimisation qui est très importante. On y revient dans un instant sur la structure de ces dividendes distribués. Autre forme
de rémunération, et là je reviens avec ma casquette de dirigeant, autre forme de rémunération très importante, c'est ce que j'ai appelé la rémunération différée. La rémunération différée, c'est les engagements individuels de pension. C'est la capacité pour une société de provisionner en réalité un contrat d'assurance pension au profit de son dirigeant dans le cadre de la fameuse limite des 80% de la rémunération professionnelle. Et donc, faites bien attention qu'il y a ici un jeu de vases communicants entre le niveau de rémunération de revenus professionnels, relativement lourdement taxé, et ce que la société va pouvoir placer dans un EIP relativement faiblement taxé, c'est-à-dire en fait très faiblement taxé. Un EIP, on estime qu'en régime de croisière et au maximum de son potentiel, aujourd'hui, on est sur des taxations qui tournent dans un niveau autour de 20%. Alors, cet EIP, il a quoi comme caractéristique? La première chose, c'est une obligation d'externalisation. Ça veut dire que la société va devoir dépenser effectivement cet argent pour provisionner l'engagement individuel de pension au profit de ce dirigeant et payer effectivement ces sommes à une compagnie d'assurance qui le versera ces sommes au dirigeant lorsqu'il prendra sa pension, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. L'essentielle majorité des gens optant pour le versement sous forme de capital, celui-ci bénéficie en réalité de taxation à un taux distinct au moment de la perception, taux distinct qui est dégressif en réalité en fonction de l'âge auquel ce montant est alloué aux dirigeants, et le minimum que vous pourrez obtenir, c'est 10% d'impôt pour autant que vous ne perceviez ces sommes qu'au moment de l'arrêt de vos activités après l'atteinte de l'âge légal de la pension, 65 ans aujourd'hui, progressivement 67 ans. Affaire à suivre, vous avez vu comme moi passer un rapport de la Cour des comptes estimant que le fait que ces capitaux de pension soient versés sous forme de capital et non pas sous forme de rente présentait ou pouvait présenter une certaine forme de coût pour l'État. Vous avez vu aussi qu'il y a une sortie d'une certaine ministre des Pensions qui souhaite retravailler la matière. On n'a pas aujourd'hui de piste de ce qui pourrait en sortir. Il y a en tout cas de la part des professions fiscales et des professions financières, en particulier des compagnies d'assurance, une volonté de conserver un avantage au régime, mais on verra dans quelle mesure celui-ci pourra être évidemment maintenu dans le cadre des discussions qui vont avoir lieu. Ce régime est, selon moi, essentiel. Il a un élément qui est fondamental et auquel tout entrepreneur en société doit penser, c'est qu'il permet aussi, et je crois que c'est ce qu'il faut rappeler à notre ministre des Pensions, surtout de pallier à une problématique fondamentale, c'est qu'a fortiori pour des indépendants, la pension légale ne sera pas suffisante que pour assurer le maintien du train de vie. Tout entrepreneur exerçant en société a intérêt à réfléchir à cette situation d'EIP parce que cela permet à la fois d'optimiser la situation fiscale aujourd'hui, c'est déductible à l'impôt des sociétés, c'est une dépense déductible à l'impôt des sociétés qui n'est pas imposée dans le chef du bénéficiaire au moment de la dépense, ce ne le sera que quand on touchera les capitaux, et qui permet par ailleurs de sécuriser l'après. Il existe d'autres casquettes qui sont en réalité plus rares ou plus complexes à manier. C'est les casquettes intérêts. C'est de moins en moins intéressant, si vous me permettez la redondance dans la phrase. C'est le prêt que je fais à ma société et elle va me payer des intérêts en contrepartie. Pourquoi est-ce peu intéressant? Parce qu'on a une taxation à 30% qui est en réalité proche d'être identique à celle que vous auriez sur un dividende. Elle n'est pas identique parce que la charge d'intérêt est déductible dans le chef de la société, alors que le revenu qui sert à distribuer un dividende est un revenu imposable dans le chef de la société. Mais fondamentalement, on est sur une taxation au taux de 30% dans le chef de la personne physique en précompte mobilier, d'une part. D'autre part, il y a une limite assez stricte si une personne physique qui est associée ou dirigeant d'une société prête de l'argent à cette société, le taux d'intérêt ne peut d'une part pas être supérieur à un taux de marché, limite fixée par l'article 55. Taux de marché qui est en plus fixé à un maximum légal
aux alentours de 4% lorsque ce prêt prend la forme d'un prêt non hypothécaire sans terme, en d'autres mots, un compte courant créditeur cette fois. Et par ailleurs, eh bien, une deuxième limite, c'est que les avances, qu'on appelle les avances productives d'intérêt, c'est-à-dire toute forme de créance aujourd'hui qu'un actionnaire ou un dirigeant peut avoir sur la société dans laquelle il exerce ses activités, eh bien, si elle est porteuse d'intérêts, ces intérêts sont requalifiés en dividendes et donc le rejet de la déductibilité de la charge en est la conséquence directe dès lors que la somme de ces avances dépasse grosso modo le montant des fonds propres. C'est un ratio de 1 pour 1 entre les fonds propres et les avances. Ça ne marchera à des niveaux importants que pour les sociétés qui sont fortement capitalisées et celles-là vont vraisemblablement plutôt travailler lorsqu'elles le peuvent sous forme de dividendes et de dividendes à taux réduit. Je vous ai dit que je reviendrai dessus. Régime ô combien à la mode et si je me permets une remarque relativement risquée à court terme, en tout cas pour ceux qui tirent peut-être un peu trop sur le régime, c'est le régime des redevances de droits d'auteur. Pourquoi ? Eh bien parce que le régime des redevances de droits d'auteur est un régime extrêmement favorable aujourd'hui à l'impôt en termes d'optimisation des flux fiscaux entre une société et son dirigeant. Pourquoi ? Eh bien parce que les redevances sont d'une part une charge déductible dans le chef de la société et d'autre part, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de revenus de 37 500 € indexé, c'est-à-dire en réalité au titre de l'exercice d'imposition 2022, année 2021, plus de 60 000 € annuels, imposé au titre de revenus mobiliers à un taux extrêmement favorable de 15%, avec en plus un forfait de frais forfaitaires très avantageux qui fait qu'on tourne sur un taux d'imposition réel à 7-8%. Alors, tout d'un coup, ça paraît comme étant la solution miracle et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de gens qui se trouvent des droits d'auteur dans les activités qu'ils exercent et c'est précisément la raison qui me fait dire que c'est un planning qui incite à la prudence. Pourquoi il incite à la prudence ? Eh bien, parce que c'est un planning qui est extrêmement intéressant et donc sous l'œil attentif de l'administration qui, ces dernières années, a clairement annoncé son intention de contrôler ces structures. Alors, dans le cadre des rémunérations sous forme de droits d'auteur, eh bien, je crois qu'il y a des situations qui posent beaucoup plus de problèmes que d'autres. Il y a des professions où, de base, il est classique, il est normal d'avoir des droits d'auteur et où ces droits d'auteur représentent une valeur économique importante dans l'activité de la société. La profession des architectes, la profession des journalistes, la profession, et on y pense moins parce que c'est couvert par le droit d'auteur, mais un informaticien qui code, les lignes de code sont protégées par le droit d'auteur et peuvent évidemment contribuer manifestement de manière importante au résultat d'une entreprise qui a pour objet la commercialisation de logiciels. Et puis, il y a toute une série de gens qui se sont dit « mais tiens, le planning est très intéressant, je vais essayer de me mettre dedans ». Et qui se disent « mais en réalité, moi j'ai une activité qui n'est pas du tout couverte par le droit d'auteur, l'activité core business, mais je fais beaucoup d'autres choses. Et par exemple, eh bien, je vais faire des leaflets promotionnels. Quand je fais un leaflet promotionnel, c'est en réalité couvert par un droit d'auteur et donc ma société, elle peut rémunérer ce droit d'auteur. Oui, jusqu'à un certain point, on sera d'accord, il existe un droit d'auteur protégé et donc la possibilité pour l'auteur, qui est la personne physique, de commercialiser cette œuvre protégée vis-à-vis de sa société. Vous rentrez dans une difficulté seconde, eh bien, c'est que il va falloir valoriser quel est l'apport de ce droit d'auteur dans le bénéfice de la société. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est relativement peu substantiel. Ceux-là n'ont pas encore trop de problèmes. Et puis, il y a ceux qui ont un vrai problème. C'est tous ceux qui ont des professions où il y a très peu, voire pas de droits d'auteur et qui se disent, mais tiens, on va trouver des droits d'auteur out of the blue. Et qui explique qu'un rapport, eh bien, un rapport, comme je l'ai écrit, c'est couvert par les droits d'auteur. Eh bien là, on s'engage dans des discussions qui pourraient être encore beaucoup plus difficiles avec l'administration fiscale. Pour mémoire,
La question des plus-values. La question des plus-values, c'est clairement la question du passage en société. Dans le cadre d'un séminaire comme celui-ci, c'est peut-être un peu aller trop loin. Simplement, j'attire votre attention que le passage en société est lui-même un sujet extrêmement important qui doit être anticipé de manière intelligente, de manière à non seulement éviter de créer un risque inutile, mais en plus de mettre les choses en place pour que ce soit une opportunité et pas un échec. Alors, que retenir de tout ça? Il y a un élément, et on m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait des entrepreneurs de toutes les activités et de tous les niveaux, et donc on va se concentrer en réalité sur des éléments qui concernent tous les entrepreneurs exerçant en société. Je pense, l'EIP, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est évidemment cette casquette d'actionnaire, puisqu'à partir du moment où vous passez en société, eh bien, vous changez de casquette, vous devenez à la fois dirigeant / actionnaire de votre société, et donc vous avez cette casquette d'actionnaire, et donc vous allez avoir la possibilité de vous verser des dividendes. Alors le dividende en tant que tel, je vous l'ai dit, n'est pas nécessairement une formule extrêmement intéressante, puisqu'il est taxé à 30% sur un bénéfice qui a déjà été taxé à l'impôt des sociétés à un taux de 25. 25 plus 30, ça fait 45, c'est un raccourci grossier parce qu'en fait, ça ne fait pas 45 puisque vous avez prélevé les 25 et ces 25 de ce qu'il reste après prélèvement des 25 peut être distribué sous forme de dividende et c'est là-dessus qu'on appliquera les 30. Mais fondamentalement, le dividende en tant que tel n'est pas quelque chose qui est extrêmement intéressant. Là où il devient intéressant, c'est le moment où on va pouvoir se placer dans un des deux régimes de taux réduits d'imposition sur les dividendes distribués. Alors, il y en a deux. Et je vais vous dire dans un instant qu'il y en a un qui, pour moi, est a priori beaucoup plus pérenne que l'autre. Je ne vois pas fondamentalement le gouvernement s'en passer à court terme. On y revient dans un instant. Les deux régimes, c'est les réserves de liquidation et le VVPR bis. Le VVPR bis est de loin le plus simple à manier. C'est un régime qui est accordé aux actions ou parts nouvelles émises dans le cadre d'un apport en numéraire effectué après le 1er juillet 2013. Que faut-il faire? Il faut donc qu'on ait émis des actions en contrepartie d'un apport en numéraire après le 1er juillet 2013. Si on a fait cela, moyennant respect d'autres conditions, parce que c'est un régime qui est assorti d'un certain nombre de dispositions anti-abus, eh bien, ces actions-là, qui ont été émises dans le cadre de cette augmentation de capital ou de la constitution d'une société après le 1er juillet 2013, ces actions-là peuvent bénéficier d'un dividende à taux réduit. VPR, c'est pour précompte réduit. En français, le PR, et vous avez le pendant en néerlandais, le VV, eh bien, ce régime VVPR précompte réduit, c'est un régime de dividende à 20% après la deuxième année complète après l'émission des actions et 15% à partir de la répartition bénéficiaire, la troisième répartition bénéficiaire, troisième année complète après l'émission des actions. Alors, ce régime VVPR a fait couler beaucoup d'encre dernièrement pour une raison toute simple, c'est qu'il était initialement assorti d'une condition. Il n'était ouvert qu'aux sociétés qui ont au moins, après l'émission des nouvelles actions, un capital qui atteignait le capital de la plus petite forme de société à responsabilité limitée, c'est-à-dire en réalité la SPRL qui a disparu avec l'adoption du Code des sociétés et des associations en mai 2019. Ça a fait couler beaucoup d'encre parce que comme on a fait disparaître cette condition de capital minimum pour cette plus petite forme de société à responsabilité limitée, on a également supprimé la condition de capital minimum pour bénéficier du régime VVPR et se pose alors la question de savoir si des sociétés qui n'atteignaient pas ce capital minimum avant la réforme peuvent bénéficier du régime VVPR après la réforme avec plusieurs scénarios à distinguer dans ce cadre. À nouveau, ça excède un tout petit peu les limites du séminaire aujourd'hui. Régime VVPR qui suppose donc que vous ayez émis des actions après le 1er juillet 2013
et qui ne sera alloué qu'à ces actions-là. Ne confondez pas, et ça laisse évidemment beaucoup d'entrepreneurs sur le carreau, puisque tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'émettre des actions après le 1er juillet 2013, eh bien, se retrouvent coincés sans pouvoir bénéficier de ce régime. Eh bien, pour cela, il y a le régime de la réserve de liquidation. Alors, le régime de la réserve de liquidation, c'est un régime magnifique qui est un régime hybride en réalité. Il est magnifique sur papier, il est surtout magnifique parce qu'il cumule deux avantages. Le premier avantage, c'est de permettre aux entrepreneurs exerçant en société de bénéficier d'un avantage fiscal. Le deuxième avantage, il est pour l'État belge. C'est que, il présente pour l'État belge un avantage majeur en termes de trésorerie, en termes de montant encaissé par l'État belge. Et c'est pour ça que l'on a ce régime hybride, et vous allez comprendre, c'est pour ça que ce régime hybride est pour moi une forme pérenne d'optimisation fiscale, parce que c'est entre guillemets un win-win. Ce ne sera peut-être pas toujours au même niveau, mais je crois que l'État belge a tout intérêt à vouloir conserver ce type d'avantage fiscal. C'est quoi la réserve de liquidation? Eh bien, très simplement, une société qui est une PME peut, au terme de chaque exercice fiscal, affecter tout ou partie de son bénéfice comptable de l'exercice à la constitution d'une réserve de liquidation. Et la constitution de cette réserve de liquidation donne lieu, dans le chef de la société, à une augmentation de ses impôts. Elle paye une cotisation distincte qui est de 10% sur le montant qu'elle affecte à la réserve de liquidation. Donc, et c'est là où je voulais en venir, la réserve de liquidation, c'est un magnifique mécanisme qui permet à l'État belge de taxer plus lourdement les sociétés, de 10% sur chaque euro investi dans la réserve de liquidation, et une société doit prendre cette décision chaque année. Ça veut dire que l'État belge, chaque année, peut compter sur une rentrée liée à ces cotisations distinctes provenant de l'affectation à la réserve de liquidation. Alors pourquoi est-ce qu'une société ferait quelque chose d'aussi idiot? Eh bien tout simplement parce que cette réserve de liquidation permet à son actionnaire, à ses actionnaires, pour autant que ce soit des personnes physiques résidentes fiscales belges, le mécanisme de réserve de liquidation n'aura un intérêt que pour les actionnaires qui sont des personnes physiques résidentes fiscales belges. Eh bien, il permet à l'actionnaire de bénéficier d'un avantage fiscal important. Quel est cet avantage fiscal? Eh bien, la distribution de la réserve de liquidation donne lieu à un impôt qui va être fixé à 20% si vous distribuez cette réserve de liquidation moins de 5 ans après l'avoir constituée. Vous allez me dire quel intérêt? 20 plus 10, ça fait 30, et vous aurez raison, pendant les 5 premières années suivant la constitution de la réserve de liquidation, eh bien celle-ci ne présente pas d'intérêt. Au bout de 5 ans, si vous distribuez cette réserve de liquidation sous forme de dividende, eh bien l'impôt n'est plus de 20%, il est de 5% dans le chef de l'actionnaire. Et vous aurez vite compris que le but du législateur, c'était de dire que 10 plus 5, ça fait 15, et on se retrouve sur un impôt qui est globalement aligné avec celui que vous auriez payé au titre d'un régime VVPR. La différence, c'est que l'État belge a profité d'une avance sur impôt, puisque 5 ans auparavant, la société a dû payer 10% d'impôt lors de l'affectation à la réserve. Les montants qui sont aujourd'hui affectés à la réserve de liquidation, toutes sociétés confondues en Belgique, c'est 18 milliards d'euros sur les 4 dernières années. Donc 18 milliards d'euros au total. Ça a été de manière crescendo. La première année, je crois que c'était 2 milliards et demi affectés, et puis avec des montants qui ont été crescendo et croissants chaque année, et un total affecté en réserve de liquidation de 18 milliards d'euros. Ça veut dire en réalité 10% de ça, 1,8 milliard d'euros qui sont rentrés dans les caisses de l'État de manière anticipative grâce au mécanisme de la réserve de liquidation. Vous comprenez pourquoi je crois que c'est un mécanisme qui a une certaine forme de pérennité devant lui. Distribution de la réserve de liquidation, plus de 5 ans après, 5% d'impôt. Et alors, il y a même un cas où cette réserve de liquidation, lorsqu'elle est distribuée à l'actionnaire, ne génère même plus d'impôt du tout, supplémentaire à la cotisation distincte, c'est lorsqu'elle est distribuée dans le cadre d'une liquidation. Vous liquidez la société, les réserves de liquidation qui ont été constituées, et qui sont distribuées
aux actionnaires dans le cadre de la liquidation, de la fin de l'activité faisant suite à la liquidation, eh bien, ne sont pas sujets à impôt dans le chef de l'actionnaire, sans délai. Et donc ici, il n'est pas question d'un délai d'attente de 5 ans ou non. Vous pouvez aller en réalité relativement rapidement, et ça a été confirmé par le ministre des Finances qui dit mais même une société en liquidation reste assujettie à l'impôt des sociétés et donc elle peut constituer une réserve de liquidation pour la distribuer dans le cadre de sa liquidation. Ça a aussi été confirmé par le service des décisions anticipées qui a admis en réalité des cas où des liquidations intervenaient relativement rapidement après la constitution d'une réserve de liquidation. Ces deux éléments, ces deux dispositions, ces deux mécanismes fiscaux sont aujourd'hui au cœur de l'optimisation fiscale et de la situation fiscale et de l'optimisation fiscale des entrepreneurs exerçant en société. C'est une question à se poser chaque année, puisque la réserve de liquidation, si vous devez la constituer, elle doit être constituée chaque année et de le faire avec votre professionnel du chiffre qui doit évidemment vous accompagner dans ces réflexions, puisque ce sont des éléments qui sont sujets à disposition anti-abus, évidemment. Alors, je vous ai dit, moi j'ai envie de vous amener dans un autre élément de réflexion auquel on ne pense pas nécessairement et qui est pourtant important, c'est la planification d'une société et c'est la planification de la fin de ses activités. Alors en général, plus on vieillit, plus on y pense, vous me direz, c'est assez logique. Il y a ici aussi un élément important. Alors, la planification, la transmission d'une entreprise, très sincèrement, c'est un sujet qui est, d'abord, c'est un des plus beaux sujets qu'on puisse imaginer en termes de technique, mais en fait, c'est un sujet qui n'est d'abord pas que technique. Et c'est pour ça que je vous invite à y réfléchir assez tôt. La première question de la transmission d'une entreprise, c'est en réalité la question de trouver le repreneur, de l'intégrer, de le former, de le préparer à la reprise. Que ce soit un repreneur en interne, c'est vos enfants, que ce soit un repreneur externe qui exerce déjà dans l'activité, ça peut être un cadre de la société ou qu'il n'exerce pas dans la société, c'est un processus qui se travaille en tant qu'entreprise et qui doit se réfléchir loin en amont en tant qu'entreprise. Et puis derrière, eh bien, la nécessité évidemment de structurer ce processus pour en diminuer les coûts, j'ai envie de dire les frottements fiscaux. Et à ce titre-là, j'ai simplement envie d'attirer, parce qu'il y a de multiples mécanismes qu'on peut envisager de mettre en œuvre, que ce soit des management buyout, leverage buyout avec constitution d'une société holding, que ce soit l'engagement dans un processus de vente avec mandat d'un ou d'autre intermédiaire ou sans intermédiaire avec un concurrent, que ce soit dans le cadre d'une transmission d'entreprise aux enfants moyennant une donation pour partie ou pour le tout. Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir réfléchir en fonction d'abord de vos objectifs en tant qu'entrepreneur et puis derrière, eh bien, le technicien que nous sommes doit vous aider à le faire en limitant les frottements fiscaux. Et lorsque l'on parle de cette planification, retenez bien qu'il y a un élément important, deux éléments en réalité importants à retenir. La première chose, c'est que dans les 3 régions, il existe un régime de faveur par rapport aux droits de succession sur les donations mobilières. Dans les 3 régions, il existe un régime de faveur en succession et en donation, mais il est encore un tout petit peu plus favorable en donation puisqu'il atteint 0% dans les 3 régions sur ce qu'on appelle la donation d'entreprise familiale, moyennant respect d'un certain nombre de conditions. Et que dans tous les cas, quand il y a transmission interne intrafamiliale, il y a la plupart du temps une certaine volonté du patriarche, de l'entrepreneur qui est en train de prendre du recul, de maintenir avec des niveaux variables une certaine forme de contrôle. Alors, le mot contrôle ici est usurpé parce que on parlera parfois de contrôle au sens strict, c'est-à-dire réellement d'un contrôle sur la société, c'est-à-dire malgré le fait qu'on a tout donné, on va vouloir encore tout décider, ou bien de mettre des garde-fous pour éviter que les choses ne se passent mal. Et c'est essentiel de réfléchir ça en amont. Songez et très simplement à un cas classique, extrêmement classique. J'ai 2 enfants, il y en a un qui travaille dans l'entreprise et l'autre qui est artiste. Mais vous n'avez évidemment pas envie de priver
celui qui est artiste de la valeur que représentent les parts de l'entreprise que vous avez mis tant de temps à constituer et qui correspond à une partie importante de votre patrimoine, mais en même temps, vous voulez laisser suffisamment de latitude pour celui qui va reprendre, et qui est actif dans l'entreprise et qui va reprendre, de développer ses projets. Et donc, vous allez vouloir mettre un certain nombre de garde-fous liés au fonctionnement, à l'organisation de cette transition. Et ces garde-fous, il y a plusieurs endroits où on peut les instituer, il y a différents mécanismes qui peuvent le faire, que ce soit dans les statuts de la société, et là, le nouveau code des sociétés et des associations ouvre des possibilités extrêmement importantes en travaillant que sur les statuts de la société. Ça peut passer par la mise en place d'une société simple ou bien par des mécanismes de certification pour des participations plus importantes ou pour des transmissions dont on a la volonté que ça reste sur plusieurs générations. C'est aussi des choses qu'on peut voir. À réfléchir, évidemment, en amont et avec les bons intervenants. Alors, un dernier slide comme un clin d'œil, avez-vous pensé à tout, mais vous aurez vite remarqué que ce petit slide ne reprend en réalité que les sujets dont je vous ai parlé et je vous ai déjà dit en entame que tout n'y était pas. Ici, une fois de plus, on se rend compte de ce qui, pour moi, est la seule bonne définition d'une PME, pas celle qu'on retrouve dans la loi et qui sert à distinguer celle qui va bénéficier de certains avantages. La seule caractéristique que moi, j'ai pu trouver à une PME dans l'ensemble des entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'ici dans ma carrière, eh bien, on voit des PME de toutes sortes, de toutes tailles, dans toute forme d'activité. Je pense en particulier, pour vous donner un exemple, une PME, ça peut être le troquet du coin, mais une PME, c'est aussi, moi je me souviens d'une société qui était active dans 10 pays à travers le monde, qui avait un chiffre d'affaires extrêmement important, qui était l'un des leaders dans son activité et qui se considérait comme étant une PME tout simplement parce qu'elle avait un actionnariat familial historique, elle avait 3 administrateurs, le père et ses 2 fils, et que eh bien, les réunions du conseil d'administration, cela se faisait le dimanche midi en mangeant un poulet frites. Ça, c'est une PME. Et une PME en Belgique, eh bien, fondamentalement, ce sont des entreprises de toute taille. Ce qu'elles ont pour caractéristique commune, c'est qu'elles se reposent sur une équipe dirigeante réduite. Et cette équipe dirigeante réduite doit malheureusement penser à tout et avoir en réalité beaucoup de qualités d'homme orchestre. J'espère et je crois que le rapide exposé que je vous ai fait aujourd'hui vous montre à quel point c'était le cas. Et on n'est pas tous hommes orchestre. En réalité, peu d'entre nous le sommes. Notre métier, c'est celui que nous avons choisi d'exercer. Et vient ici alors la nécessité d'être bien accompagné dans l'ensemble pour naviguer dans cet océan flou et mouvant de la fiscalité et de l'optimisation fiscale de votre société. Voilà. Je crois qu'on tient le timing. J'arrive au bout de mon temps, donc je vais devoir vous quitter ici. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, je resterai encore un peu et je crois qu'il y aura une manière pour moi d'y répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Une excellente suite de journée et un excellent séminaire.